Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Vous avez tous regardé mon top de début d'année, retrouvé à présent les 10 séries que j'attends le plus pour cette deuxième partie de 2019. Encore une fois, ce ne sont que des nouveautés et pas la nouvelle saison de telle ou telle série, donc ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas parlé de votre série favorite. J'ai fait une petite exception parce que la série en question est une anthologie et donc sa suite est une nouvelle histoire totalement différente avec de nouveaux acteurs. Retrouvez donc ma sélection des séries qui arrivent prochainement ou qui ont été diffusées il y a quelques jours mais qui valent tout le détour avec des surprises impressionnantes et des promesses de haut niveau. Comme d'habitude, j'attends dans les commentaires les séries que vous attendez le plus de votre côté et n'hésitez pas à me proposer vos préférences parce que j'en ai peut-être raté et je suis curieux de découvrir ce que vous avez réussi à dénicher. Passons quelques minutes ensemble, c'est parti, générique. Numéro 10, Dracula. Attendu pour cette année, l'adaptation de l'œuvre de Bram Stoker pour Netflix a été confiée à deux stars de la télé britannique, à savoir Stephen Moffat et Mark Gatiss. La première saison sera composée de 3 épisodes de 90 minutes et sera réalisée en coopération avec la BBC. Histoire de vous donner une idée de quoi est capable la chaîne, sachez quand même qu'on peut y trouver quelques titres assez peu connus comme Sherlock, Peaky Blinders, Killing Eve ou encore Doctor Who. Cette adaptation dirigée par les showrunners de la série Sherlock n'aura donc rien à voir avec la pitoyable tentative de 2013 avec Jonathan Rhys-Meyers, mais ressemblera plus probablement à ce que voulait rendre l'adaptation de Coppola de 93 avec Keanu Reeves, Winona Ryder et Gary Oldman. Les showrunners veulent en effet rendre honneur à ce personnage qui a rendu dans l'histoire le mal sexy et s'y attacheront en retraçant les aventures de Vlad Dracul en 1897 dans le Londres de l'époque victorienne. Concernant le rôle phare, c'est Claes Bang qui interprétera le vampire le plus célèbre de l'histoire et il est connu pour avoir joué dans Millennium ou The Square au cinéma. Difficile de passer derrière Gary Oldman pour ce rôle monumental, d'autant plus en sachant que l'œuvre de Bram Stoker, qui date de 1897, n'a pas pris la moindre ride tant le personnage paraît terrifiant tout en restant profondément classe et surtout charismatique. Le tournage de la série a débuté et quelques images ont fuité sur Claes Bang, mais aucun détail n'a été dévoilé sur cette adaptation qui pourrait redonner un coup de boost à l'image des vampires qui brille la journée pour de nombreux fans de la nouvelle génération. Arrivé annoncé sur Netflix pour la fin 2019 dans le meilleur des cas, sinon il faudra très certainement attendre début 2020, mais je vous tiendrai au courant de toutes les infos sur cette série aussi terrifiante qu'excitante. Numéro 9, The Terror Infamy. Attendu pour le 13 août sur AMC, The Terror Infamy est bien la saison 2 de la série qui nous avait fait vivre les aventures terrifiantes de 2 navires emprisonnés dans les glaces en 1845 et attaqués par une créature meurtrière qui avait provoqué la mort de la quasi-totalité de l'équipage. Mais The Terror est devenu ce qu'on appelle une série d'anthologie et chaque saison retracera une aventure totalement différente avec de nouveaux personnages qui vivront leur propre moment de terreur. L'histoire se déroulera dans un camp qui a accueilli les populations officiellement déplacées après l'épisode dramatique de Pearl Harbor. Une série de morts plus qu'inquiétante bouleversera le quotidien déjà bien glauque de ce camp où régnait haine et racisme au quotidien. Les événements se dérouleront pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis en Californie, dans un camp destiné à accueillir les populations immigrées provenant du Japon. Dans ces camps qui ressemblent tristement aux camps de concentration, sont parquées les populations qui se dirigent vers les États-Unis pour espérer connaître le rêve américain ou au moins échapper à un Japon définitivement tourné vers le conflit armé et qui pousse la population dans un effort de guerre plus que spartiate dans le but de devenir un empire égal à la Russie ou à l'Allemagne de l'époque. Bien sûr, à leur arrivée, les populations sont confrontées à une autre vision de la grande puissance américaine qui a une tendance isolationniste et qui a peur d'accueillir des populations étrangères alors que tout le pays s'est construit sur ce même principe. En plus d'un message profondément politique et protestataire, cette nouvelle histoire nous fera découvrir une autre facette de cette terreur qu'avait déjà parfaitement décrite Dan Simmons dans le roman qui avait été adapté il y a un peu plus d'1 an sur AMC et Amazon Prime. The Terror Infamy est une histoire sur l'exclusion et les affrontements culturels qu'elle implique, décrivant non seulement un conflit entre les Américains d'origine japonaise et leurs geôliers, mais aussi entre de vieilles coutumes qui font face aux nouvelles opportunités. Dirigé par Alexander Woo, qui a travaillé sur True Blood et Max Borenstein sur Godzilla, cette nouvelle histoire nous fera découvrir un esprit terrifiant capable de changer d'apparence et posséder les corps pour éliminer bon nombre des hommes et des femmes habitant ou travaillant dans ce camp maudit. Prévu pour le 12 août prochain sur AMC, The Terror Infamy sera diffusé en France sur Prime Video dès le 16 août. Numéro 8, City on a Hill.
Diffusée sur Showtime depuis le mois de juin 2019, City on a Hill est coproduite par Ben Affleck et Matt Damon avec un casting assez impressionnant qui regroupe entre autres Kevin Bacon, Aldis Hodge, mais aussi quelques têtes bien connues comme Kevin Chapman ou Sarah Shahi qu'on avait découvert dans Person of Interest il y a quelques années. On y découvre une ville de Boston complètement minée par la violence, la délinquance et les pots de vin qui touchent tout autant la police que les politiques et un fond bien ancré de haine raciale contre la population afro-américaine. On est en plein milieu des années 90 sous le règne chaotique de Ronald Reagan et dans un tournant décisif de l'histoire des États-Unis. DeCourcy Ward, un procureur afro-américain bien décidé à remettre le désir de justice au centre de la politique locale, se lance dans une carrière destinée à le mener au plus haut des sphères politiques locales et nationales. Mais avant ça, il va devoir faire ses preuves et se lier avec peut-être l'agent du FBI le plus pourri de la planète, Jackie Rohr, qui valse entre lignes de coke et arnaques en tout genre, le plus souvent destiné à ridiculiser tout autant ses collègues que les indices qu'il a pu dénicher au fil de sa carrière. Ce duo que tout oppose se donnera pour mission d'interpeller un gang de braqueurs de fourgons blindés qui ont récemment assassiné 3 convoyeurs de fonds. On découvre donc une enquête menée avec des méthodes le plus souvent totalement illégales, mais dont la devise est que la fin justifie toujours les moyens. Kevin Bacon joue un flic qui reste un symbole de la police d'autrefois et un homme perdu dans un passé qui n'a plus de raison d'être face à une délinquance qui, elle, grimpe un peu plus à chaque fois dans la violence et les actes intolérables. Le procureur Ward va affronter le monde politique de Boston qui est encore profondément blanc et qui n'accepte pas d'être chamboulé dans ses habitudes. Il a beau prôner l'honnêteté, DeCourcy a quand même ses méthodes plutôt discutables et adapte ses actes au contexte et aux personnes qu'il a en face de lui. Vous allez me dire que je vais loin, mais je vois dans cette série un petit mélange de ce que j'ai aimé à l'époque dans The Shield ou dans The Wire, avec des personnages jamais complètement bons ou mauvais face à une société profondément tordue et dans un monde d'une tristesse affligeante. Il est peu probable que la justice triomphe, mais comme on détestait adorer Vic Mackey, on a toujours honte d'attendre un futur plein de réussite pour Jackie Rohr. Numéro 7. Dark Crystal Edge of Resistance. Attendu pour le 30 août prochain sur Netflix, Dark Crystal est une série réalisée par Louis Leterrier et qui est en fait le préquel du film Dark Crystal qui a ému et déplacé les foules en 1982 au cinéma. Les personnages du film comme de la série étaient et sont des marionnettes animées dans le monde de Tra, un monde fantastique créé par Jim Henson où la race Gelfling et les méchants Skeksis luttent pour coexister dans un monde confronté à une menace imminente. Le cristal est le cœur de Tra, une source de pouvoir mystérieuse endommagée par les Skeksis. Une maladie se propage alors à travers le pays. 3 Gelfling découvrent le secret des maléfiques Skeksis dont le pouvoir ne cesse d'augmenter. Les Gelfling entament alors une quête pour susciter un mouvement de résistance et sauver le monde de cette menace terrifiante. Vous n'avez pas forcément mon âge et n'avez probablement pas vu le film de 1982, mais ne vous inquiétez pas, l'avantage d'un préquel est que la série peut introduire des concepts développés dans le film sans que vous ayez besoin d'avoir vu ou lu quoi que ce soit sur le sujet. Par contre, les nombreux spectateurs qui ont eu la chance de suivre l'aventure imaginée par Jim Henson et Frank Oz ont rapidement retrouvé leur marque parce que le monde est bien le même et même certains personnages sont déjà là parce que les Skeksis sont quasiment immortels, donc on retrouvera Skekso, l'empereur ou Skeksil le chambellan et bien d'autres encore avec des paysages bien connus ou des concepts déjà profondément ancrés dans ce monde du passé. Pour plaire aux téléspectateurs non familiarisés avec le canon profond de The Dark Crystal, ainsi qu'aux fans inconditionnels, les créateurs se sont démenés pour accorder une attention particulière au design de chaque personnage et de chaque décor. Plusieurs milliers de personnes ont participé à la création de ce monde, mais aussi pour confectionner des perruques, percer des trous pour les cheveux dans les créatures et plus encore. C'est une partie importante du processus qui sera proposée par Netflix au terme des 10 épisodes dans un 11e bonus qui sera une sorte de making-of de la recréation de ce monde imaginaire du passé. Netflix nous annonce donc 10 épisodes de 22 minutes chacun qui retracent les aventures de Ryan, Brea et Edith dans cette mission qu'ils se lancent dans le sauvetage du monde contre les Skeksis. Le but des showrunners de la série est de faire oublier au public que ce sont de simples marionnettes qui évoluent dans le monde de Tra, mais ils sont aidés dans leur mission par un budget colossal, un scénario bien plus complexe et des effets spéciaux qui n'existaient pas en 1982. Quelques retours ont déjà été publiés sur la version de Netflix et autant vous dire que certains parlent tout simplement d'une version au-dessus du film original. Il reste quelques jours à attendre mais ça sent bon pour l'instant. Réservez tout de suite votre 30 août parce que 220 minutes ça passe très vite quand la qualité est au rendez-vous. Numéro 6. Watchmen.
Passer derrière Zack Snyder est déjà un challenge qui peut paraître insurmontable, mais si vous ajoutez à ça que l'œuvre à laquelle s'attaque Damon Lindelof est tout simplement le plus gros chef-d'œuvre du réalisateur, vous avez une légère idée de l'ampleur de la mission. De l'autre côté, quelques détails pèsent sur la balance pour rééquilibrer les forces en présence. D'abord, le nom du showrunner ne vous est certainement pas inconnu parce que c'est à lui qu'on doit la série historique Lost ou une des plus grosses réussites de la télé, The Leftovers, ou encore Preuve à l'appui qui a également marqué son époque. De l'autre côté, c'est HBO qui a lancé le projet avec tout ce que ça implique de budget, de qualité et de profondeur parce que la chaîne a un palmarès assez hallucinant avec entre autres Game of Thrones bien sûr, True Detective, Big Little Lies, Les Sopranos, mais aussi des titres qui faisaient partie de mon top de ce début d'année comme Tchernobyl ou Euphoria. Nombreux sont ceux qui connaissent l'histoire de Watchmen, mais voici un petit rappel. Dans une Uchronie aux États-Unis, un groupe de super-héros aux méthodes plus que discutables ont été mis sur la touche par le public et le pouvoir en place suite à la loi Keane qui leur interdisait d'agir en justicier par peur de nombreux débordements dont ils étaient habitués. Quelques années après cette mise au banc, certains lancent la révolte en se regroupant pour reprendre leur mission pour rétablir la justice dans les rues des villes américaines. La série reprendra 34 ans après le film de Snyder et la disparition du Docteur Manhattan avec une série d'événements remixés pour ne pas coller complètement à la ligne du film ou des comics. Pas de Rorschach ou de comédiens, mais certains de nos anti-héros seront toujours là et on pourra retrouver des têtes d'affiche comme le trouble Ozymandias, interprété par Jeremy Irons ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, Watchmen est un comic américain de l'éditeur DC Comics qui date de 1985 et qui a été imaginé par Alan Moore et Dave Gibbons. Le message qui sera au centre de la série sera celui des tensions créées par une partie de la police américaine et ses tendances à des idées profondément ancrées de suprématie blanche. Visées par des attaques ultra violentes et meurtrières caractérisées par le masque typique de Rorschach, les forces de police doivent elles aussi porter leur propre masque. Selon le producteur, les problèmes de race et de police sont l'équivalent de l'impasse nucléaire entre les Russes et les États-Unis, mais en 2019. Watchmen est une critique ouverte de la société américaine et de ses travers profonds, et encore une fois, la franchise vise un problème caractéristique du monde d'aujourd'hui. Attendu pour octobre 2019 sur HBO, Watchmen fera partie en France de la ligne de programmation d'OCS. Numéro 5. À la croisée des mondes. Adaptation de la trilogie de fantasy écrite par Philip Pullman de 1995 à 2000, À la croisée des mondes est le récit de la jeune Lyra Belaka qui vit à Oxford en Angleterre et qui découvre l'existence de la poussière, une étrange particule élémentaire semblant dotée de conscience. De son côté, le Magisterium, organe de répression de l'église, lance une campagne de propagande visant à établir que cette poussière est l'œuvre du démon et entame une série d'expériences sur des enfants kidnappés pour extraire une partie de leur essence, le démon, qui est concrétisé par une représentation animale de l'enfant. Lyra, touchée par l'enlèvement de son meilleur ami, se lance à l'assaut du Magisterium pour le retrouver et le sauver. Même pas encore diffusé, pourtant déjà renouvelé pour une saison 2, À la croisée des mondes est attendu pour cette année sur HBO elle aussi, et sachant que l'œuvre originale est inspirée du Paradis perdu de John Milton, on sait que le fond de l'aventure sera profondément sombre et mystique, avec une portée religieuse et philosophique sur l'être humain et la recherche des connaissances vues par l'église comme la voie diabolique. Si les livres de Pullman semblent à première vue plutôt enfantins, on découvre rapidement qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, et si l'adaptation ciné qui date de 2007 et qui était dramatiquement triste et aseptisée n'est pas vraiment un bon souvenir pour la plupart d'entre nous, il semble que cette série soit nettement plus adulte et sombre avec un message à plusieurs facettes et une réalisation visiblement travaillée. Le budget est à la hauteur des attentes du public et À la croisée des mondes est également coproduite par la BBC avec tout ce que ça implique de travail et de précision. Préparez-vous au voyage entre les mondes, à des ours équipés d'armures de combat, à des sorciers et à la révélation d'une partie des secrets de l'univers. De l'aventure de la magie, une portée spirituelle et psychique, des enfants parce que les enfants ça marche bien depuis les Goonies, des animaux parce qu'il faut bien vendre des produits dérivés et des effets spéciaux à revendre parce que HBO ne sait pas faire que des dragons ou des marcheurs blancs. Attendu pour l'automne 2019 sur HBO, À la croisée des mondes sera diffusé en France également sur OCS. Numéro 4. Carnival Row. Pour une fois, je ne vous parle pas de l'adaptation d'un roman, d'un comic ou d'un vieux film. Carnival Row était certes prévu au cinéma au départ, mais c'est une création 100% originale pour Amazon Prime par René Echeverria, Travis Beacham et dirigé par John Hamill. Le projet avait été lancé en 2005 pour le cinéma, mais aucune suite n'avait été donnée. Quelques années plus tard, grâce au projet Blacklist lancé par Will Smith pour découvrir des projets qui avaient été lancés, mais qui n'avaient pas été choisis au final, de grands films ont fait partie de cette liste d'ailleurs, comme Django Unchained ou Slumdog Millionaire, et finalement c'est Carnival Row qui va en bénéficier. Sauvé par Amazon Prime, le projet de Travis Beacham était d'abord destiné à Guillermo del Toro pour une aventure réellement lancée en 2015. Après le départ de del Toro du projet, c'est finalement John Hamill qui est choisi pour la réalisation de la série, dont la première saison
saison sera composée de 8 épisodes de 60 minutes et qui sera lancée elle aussi le 30 août prochain sur la plateforme Prime Video. Au casting, de grands noms sont annoncés avec en tête d'affiche Orlando Bloom et Cara Delevingne, mais aussi des têtes connues avec Jared Harris qui a crevé l'écran dans Tchernobyl ou dans la première saison de The Terror, mais aussi Indira Varma qui interprétait Ellaria Sand dans les terres dorniennes de Game of Thrones et également une actrice un peu moins connue, Tamzin Merchant, mais c'était elle qui devait à l'origine interpréter Daenerys Targaryen dans Game of Thrones et elle était à l'affiche du premier pilote qui avait été proposé à la chaîne HBO à l'époque. À l'image, c'est le budget qui semble plus que conséquent parce que la réalisation paraît magnifique, tout comme les effets spéciaux qui portent des traces du passage éclair de Guillermo del Toro dans le projet. À voir les différentes bandes annonces publiées, j'ai eu l'impression de retrouver du Penny Dreadful, du Peaky Blinders, mais aussi du Amélie Poulain avec une patte couleur dans des tons à la fois mat et très marqués. Dans la ville de Burg, qui ressemble terriblement à une Londres du XVIIIe siècle, une coexistence forcée se met en place petit à petit entre les hommes et les créatures féeriques qui vivaient en paix dans un passé lointain jusqu'à ce que la guerre éclate entre eux. Suite à une migration massive des peuples féeriques, les deux communautés sont donc forcées de cohabiter avec une montée significative des tensions attisées par une série de meurtres choquants au sein de la ville de Burg. Rycroft Philostrat, un homme engagé dans les forces de police, est interprété par Orlando Bloom, et Vignette Stonemoss, une fée nouvellement installée dans la cité, est interprétée par Cara Delevingne. Ils vivaient tous les deux un amour sans limite avant la sombre guerre et ont été séparés par les affrontements. Vignette croyait que Philo avait péri pendant le conflit. Ils se retrouvent donc finalement dans cette ville sombre et inquiétante et vont essayer de retrouver leur amour malgré les tensions importantes causées par un courant anti-immigration lancé par un sombre dirigeant de la communauté. On retrouvera donc du Roméo et Juliette ou encore le songe d'une nuit d'été dans cette série profondément inspirée des œuvres de William Shakespeare, et autant vous dire que le couple formé par Bloom et Delevingne n'a pas vraiment son lot de beaux jours devant lui. Début des hostilités le 30 août 2019 sur Amazon Prime. Numéro 3, The Mandalorian. Un gros morceau pour débuter le podium de ce top 10 avec The Mandalorian qui est prévu pour le 12 novembre 2019 au lancement de la plateforme de streaming Disney+. Commençons par les éléments essentiels. Pour ceux qui ne sauraient pas encore, cette série fera partie de l'univers Star Wars et devrait se dérouler 5 ans après les événements du retour du Jedi et avant le réveil de la Force, c'est-à-dire peu de temps après la mort de l'empereur Palpatine et la mise en place de la Nouvelle République après la victoire de la bataille d'Endor. Le personnage principal sera un mercenaire mandalorien qui évoluera au-delà des territoires contrôlés par cette Nouvelle République. Les Mandaloriens étaient à l'origine une structure guerrière constituée plusieurs milliers d'années avant les événements de Star Wars. Les personnages que nous connaissons dans l'univers de George Lucas qui appartiennent à ce peuple sont Boba et Jango Fett, qui avaient utilisé leurs compétences d'assassins et de combattants pour devenir chasseurs de primes porteurs de l'armure caractéristique des Mandaloriens. C'est Pedro Pascal qui interprétera le rôle du mercenaire mandalorien dans la série Disney+. Il est bien connu pour son rôle d'Oberyn Martell dans la saga Game of Thrones sur HBO, mais aussi celui de l'agent Peña dans la série Narcos sur Netflix. L'on rejoint au casting Gina Carano qui a déjà joué dans Fast and Furious et dans Deadpool, qui interprétera Cara Dune, une ex-combattante rebelle qui fait partie du même clan mercenaire que notre héros. Mais on peut ajouter à cette équipe le très charismatique Giancarlo Esposito qui reste l'inoubliable Gus Frings de Breaking Bad et Nick Nolte qui est connu de tous ceux qui ont découvert le cinéma dans les années 90 avec 48 heures ou Les Nerfs à vif de Scorsese. Très peu de détails ont été dévoilés sur la série ou sur le scénario, mais un teaser a été filmé lors de la Star Wars Célébration en avril dernier et a été diffusé sur différentes plateformes assez rapidement. Le personnage de Pedro Pascal paraît visiblement collé à la perfection à la philosophie de la structure guerrière millénaire. Leurs principes sont simples, ils vivent le plus souvent seuls, ils doivent être capables de se défendre eux-mêmes ou leur famille de tout type d'attaque, contribuer à la survie et la prospérité du clan, parler le Mando A, qui est la langue officielle du peuple, élever ses enfants dans le respect des traditions mandaloriennes et finalement porter l'armure du clan, ou au moins le casque caractéristique. La série de Disney+ permettra aux réalisateurs que sont Taika Waititi, Deborah Chow ou Jon Favreau de nous faire découvrir de nouvelles planètes, de nouvelles races, de nouveaux vaisseaux spatiaux, mais dans un univers que tout le monde connaît, et le tout quelques années après la chute de l'Empire dans un chaos galactique. Petite indiscrétion, par contre, il semblerait qu'un lien fort existe entre la série Disney+ et la série Clone Wars, puisque le personnage de Bo-Katan, qui est devenu le grand Mandalore dans le dessin animé, le chef des Mandaloriens, est interprété par Katee Sackhoff, qui pourrait faire partie de l'aventure d'une manière ou d'une autre. Il reste encore quelques mois avant les débuts de la série aux États-Unis et une diffusion en France ne semble pas être prévue avant les débuts de la plateforme en Europe aux alentours du début de 2020. Mais il y a toujours un moyen de regarder une série quand on ne peut pas attendre. Numéro 2. The Boys. The Boys est déjà disponible sur Amazon Prime depuis la fin du mois de juillet et je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas encore regardé cette série, lâchez tout
et lancez immédiatement le premier épisode pour prendre la claque de l'année. En fait non, lâchez pas tout parce que la vidéo est pas encore finie et il reste quand même le gros morceau à la première place et dans quelques minutes vous allez pouvoir vous connecter sur votre compte Amazon, lancer Prime Video parce que vous avez forcément un abonnement à Amazon Prime pour ne pas payer les livraisons rapides et vous avez donc accès à la plateforme de streaming qui propose 7 séries hors du commun. Basée sur une série de comics elle-même destinée à parodier l'univers DC et ironiquement publiée à l'origine au sein de la firme DC elle-même, The Boys met en scène un groupe de super-héros tous aussi pourris les uns que les autres qui ne se posent aucune limite pour mener à bien leur mission. Et sachant que cette même mission est donnée et orchestrée par une compagnie multimillionnaire qui possède leur image et qui paye leur salaire chaque mois dans le but de faire le plus de pognon possible en tirant profit de l'admiration qu'ils peuvent susciter. Vous commencez à avoir un petit aperçu du contenu acide, choquant ou pervers qui est proposé dans cette série qui critique à la fois notre société, la manipulation de masse par les compagnies médiatiques, l'importance prédominante de l'image et de la communication pour dissimuler les vrais fondements des échanges entre les hommes, le pognon, surtout le pognon, et un peu le pognon aussi quand il reste un peu de temps. Un peu comme la Justice League de DC, The Boys nous présente les 7 qui sont un groupe de super-héros d'élite qui ont pour mission de défendre la population contre les plus grosses menaces et accessoirement réaliser une ou deux campagnes de pub pour apporter un peu de pognon à Vought, la maison mère. Que ce soit Homelander qui est un Superman qui paraît au départ un bon garçon mais qui s'avère être plus ou moins le plus tordu de la bande, The Deep qui est un Aquaman totalement perdu et un bon gros loser plus mené par ce qu'il a entre les jambes que par un désir de justice, Ren Maeve qui est la Wonder Woman désabusée, Black qui est un assassin impitoyable qui ne prononce pas un mot, et finalement Starlight, la nouvelle de la bande qui va se faire bisuter de la manière la plus ignoble qui soit à son arrivée et qui garde au fond d'elle quand même un principe de justice et de sacrifice pour sauver la population de tout type de menaces. La série, qui s'écarte des comics sur certains points, part donc du principe que les super-héros ne sont donc pas forcément bons et qu'ils peuvent avoir chacun une part d'ombre qui les rend donc forcément dangereux. Se crée donc un groupe d'hommes pour surveiller les pratiques des super-héros les plus tordus et à sa tête on retrouve Billy Butcher qui est un mélange assez sombre de Wolverine pour le look et le comportement et de Batman pour l'obsession de protéger les hommes de créatures au pouvoir démesuré. L'accompagne le pauvre Huey qui vient de perdre sa fiancée à cause de A-Train qui l'a littéralement pulvérisé à cause de sa vitesse impressionnante, Marvin qui accompagne Butcher depuis de nombreuses années dans ses délires anti-super pouvoirs, le Frenchie qui entre dans tous les stéréotypes que peuvent avoir les Américains sur nous, et finalement Kimiko, ou la fille, qui arrive un peu plus tard dans la saison mais je ne vous spoilerai pas. Disponible depuis le 26 juillet sur Amazon Prime, The Boys est une des énormes surprises de cette année et reprend tous les codes de l'univers des super-héros pour les salir de la pire manière qui soit avec un talent hors du commun. À voir sans aucune hésitation. Numéro 1, The Witcher. Attendu pour la fin 2019, The Witcher est dirigé par Lauren S. Isrich et est l'adaptation des romans d'Andrzej Sapkowski. Vous connaissez sans doute les jeux vidéo, mais ne vous attendez pas à retrouver l'univers de CD Projekt à la lettre parce que la série restera collée aux romans la plupart du temps. The Witcher nous relate les aventures de Geralt de Rive, un sorceleur qui effectue des missions de mercenaires contre paiement à l'aide de pouvoirs issus d'une magie ancienne et de mutations qui proviennent elles-mêmes du chaos. Composée de 8 épisodes, cette série nous racontera la rencontre entre Geralt et la jeune Ciri. Ciri est une source, ça signifie que dès sa naissance, elle a des capacités magiques au-dessus de la moyenne qui peuvent rapidement devenir problématiques si elles ne sont pas maîtrisées ou contrôlées. Leur destin restera lié tout au long de l'aventure avec des échanges qui ressembleront de plus en plus à un rapport père-fille dans un univers qui s'avère souvent dangereux pour les êtres dotés de pouvoirs surnaturels. Se raccroche à tout ça la magnifique et terriblement dangereuse Yennefer qui, après une enfance plus que traumatisante, développera des compétences magiques au cours d'une formation très difficile à Aretuza, l'académie des jeunes sorcières de la haute société. Le trio sera lancé dans une série d'aventures à la fois traumatisantes et passionnantes qui resserrera leurs liens au fil du temps tout en les éloignant les uns des autres à plusieurs reprises. Au casting, on retrouve Henry Cavill de Superman qui s'est impliqué comme personne dans le projet car c'est un fan inconditionnel de l'univers de Sapkowski et il a littéralement enfoncé la porte des studios pour incarner le rôle de Geralt. Freya Allan incarne la jeune Ciri. Elle semble totalement crédible dans le personnage et possède un charisme assez impressionnant. Pourtant, elle paraît un peu plus vieille qu'elle ne l'est réellement dans le livre. Yennefer est-elle interprétée par Anya Charlotta et son évolution dans la bande-annonce de déformée par la douleur à sorcière sexy et charismatique nous promet des bouleversements dans sa vie et des événements palpitants. Avec un budget de très haut niveau, une base scénaristique plus que solide et extrêmement complète, un casting très prometteur, The Witcher est pour moi la grosse attente de cette année, toute série confondue. La date de diffusion n'a toujours pas été dévoilée, mais il semblerait que la série serait disponible entre le mois de novembre et le mois de décembre de cette année, avec, je le rappelle, une saison composée de 8 épisodes dirigés par Lauren S. Isrich.
Voilà pour ma sélection de cette fin d'année 2019, j'espère que j'ai rien oublié. Au programme dans les jours à venir, les analyses de Dark Crystal sur Netflix et Carnival Row sur Amazon Prime. Je vous préparerai aussi une petite série de vidéos sur PES 2020 dès la sortie du jeu avec des tutos, des épisodes sur ma nouvelle saison de Master League et d'autres petites surprises pour très bientôt. Si vous voulez m'aider, vous pouvez aller faire un tour sur ma page Utip et regarder une ou deux pubs pour me faire gagner quelques cents. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Le lien est dans la description. Si vous êtes d'humeur généreuse, il y a toujours Tipeee pour vous libérer de quelques euros pour m'aider à acheter du matériel ou réaliser mes projets. Comme à chaque fois, venez faire un tour sur Twitter pour retrouver toute l'actualité des séries et de mes jeux vidéo favoris avec plusieurs news chaque jour et sur Instagram où je publie l'actualité, des découvertes de séries qui valent le détour ou d'autres délires en tout genre. Si vous êtes encore sur la plage, passez de bonnes vacances. Si comme moi vous venez de rentrer, bon courage pour la reprise. J'espère que vous en avez profité pour recharger les batteries au maximum. Comme d'habitude, portez-vous bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.